Alors, merci de votre invitation et merci de votre question. Je pense d'abord qu'avant de se demander qui peut être le meilleur pilote de la transformation publique, si tant est qu'il faille départager entre l'État, les collectivités et les autres acteurs, il faut d'abord se demander à quelle fin cette transformation publique est employée. Parce que c'est pas tout de se transformer, encore faut-il qu'on se transforme pour quelque chose. La transformation, c'est un pur processus, comme la décentralisation d'ailleurs. Et un pur processus sans objectif, ça n'a pas de sens. Et je crois qu'on ferait mieux de commencer par réfléchir au fond à quelle fin et au service de quels objectifs on conduit la transformation publique, de la même manière qu'on doit s'interroger à quelle fin et au service de quoi on conduit la décentralisation. On a tous confusément le sentiment que la décentralisation est un processus nécessaire, qui est plutôt dans l'air du temps. On n'est pas toujours d'accord sur les fins et on n'a pas toujours, comme le dit mon ami Laurent Davzy, l'économiste des territoires, une doctrine très arrêtée, que ce soit une doctrine économique, juridique, normative, en réalité, de ce que devrait être la décentralisation. Eh bien, la transformation publique, c'est un peu la même chose. Tout le monde dit qu'il faut faire de la transformation publique parce que c'est dans l'air du temps, parce que, évidemment, comme les entreprises, les administrations doivent se moderniser. Mais une entreprise, quand elle fait une transformation digitale, par exemple, elle ne le fait jamais pour le plaisir de la transformation digitale. Elle le fait au service d'objectifs. Alors, ça peut être des objectifs strictement économiques, réduction des coûts, gain d'efficience. Ça peut aussi être des objectifs beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus ergonomiques, par exemple, la qualité de service auprès du client, l'amélioration de la satisfaction de l'usager ou de l'utilisateur. Eh bien, l'administration, c'est la même chose. Elle a connu plusieurs vagues, au fond, de transformation publique. Je pense à la RGPP, par exemple, qui avait été conduite sous le quinquennat Sarkozy. Ensuite, il y a eu la MAP, la modernisation de l'action publique. Désormais, nous parlons effectivement plutôt de transformation publique, mais les objectifs politiques qui étaient assignés à ces différentes vagues de transformation n'étaient pas tous les mêmes. Je crois que on peut dire sans coup férir que, au fond, la RGPP obéissait d'abord, même s'il y avait évidemment une considération de modernisation de l'État pour l'efficacité, elle obéissait d'abord à un objectif budgétaire à une époque où le président Sarkozy, vous en rappelez, avait fait du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite un de ses objectifs cardinaux. Pourquoi pas, après tout, je veux dire, la réforme de l'État, elle peut obéir à plusieurs objectifs. Mais moi, je vois effectivement trois objectifs majeurs pour la transformation de l'administration publique aujourd'hui. Le premier, c'est la qualité du service aux usagers. C'est-à-dire qu'il y a une demande aujourd'hui d'une administration de proximité, réactive, sensible aux problématiques sociales, économiques, personnelles que rencontrent les usagers, et surtout une administration qui, au fond, ne soit pas jupitérienne ou exorbitante comme elle a pu l'être parfois. Il y a des efforts considérables qui ont été conduits en la matière. Je pense que l'administration fiscale, par exemple, est un modèle absolu. Les chartes Marianne qui ont été développées dans les administrations de l'État déconcentré, la réactivité des services, les accusés de réception, etc. Donc il y a un travail considérable qui a été fait en matière d'amélioration de la qualité du service aux usagers, mais c'est évidemment comme le rocher de Sisyphe, hein, c'est une tâche qui est toujours à reprendre et toujours à améliorer. Une autre considération pourrait être au fond une considération d'efficacité et j'ajouterais d'ailleurs à l'efficacité la considération d'efficience. On a cette formule, faire mieux avec moins. Évidemment, l'argent public, autant qu'il soit utilisé de la meilleure manière possible, autant que les services publics qui sont financés par cet argent public soient à la fois les plus efficaces, évidemment dans leurs objectifs, dans ce qu'ils délivrent, et les plus efficients. Donc, je pense qu'on peut considérer que la transformation publique, elle obéit d'abord à une considération de qualité de service pour les usagers, puisque au fond, le service public, c'est du service, hein, et que l'usager est en droit d'attendre un certain nombre d'éléments de qualité de service, de proximité, de réactivité, j'allais dire, d'empathie, peut-être faudrait-il dire davantage de compréhension des enjeux dans lesquels se débattent nos concitoyens, dans lesquels nous débattons tous, a fortiori en temps de crise sanitaire, économique, sociale. Les problématiques ne sont pas les mêmes quand un certain nombre de petites ou de moyennes entreprises ont un peu le couteau sous la gorge, quand des concitoyens risquent de connaître la grande précarité, quand la crise économique risque de frapper durement certains territoires. Donc il y a cette considération de qualité de service aux usagers. Et puis à côté,
la considération d'efficacité et d'efficience. Et là, de ce point de vue, ensuite, il faut raisonner par grandes thématiques ou grands outils de transformation publique. Vous avez parlé tout à l'heure du numérique. C'est évidemment un vecteur essentiel, mais ça n'est pas le seul. Je me défie d'une approche qui consisterait finalement à dire on va résoudre tous les problèmes par la numérisation, parce qu'on a vu que parfois la numérisation pouvait, au contraire, dégrader la qualité de service. Si on considère que on va remplacer tous les agents de guichet, par exemple, par des bots ou des services publics numériques sous prétexte de faire des gains d'efficience ou de faire des économies, on dégrade considérablement la qualité de service. Donc le numérique est évidemment un véhicule, et je dirais même plus qu'un véhicule, un propulseur extrêmement intéressant, mais il ne peut pas être envisagé séparément de tout le reste. Donc il y a aussi l'innovation publique, c'est-à-dire au fond l'application d'un certain nombre de découvertes ou d'expérimentations scientifiques en matière de sciences de la gestion, en matière de sociologie des organisations, en matière de management, à l'administration publique. Et là, c'est vrai que c'est effectivement intéressant parce que ces découvertes dans la sociologie des organisations, dans le management, dans, au fond, toutes ces disciplines, ces sciences de gestion publique qui concourent à améliorer l'efficacité de l'action publique, elles ont en ligne de mire la qualité du service aux usagers. Et l'innovation, donc, peut être enrôlée, en quelque sorte, au service d'une transformation des organisations qui vise une amélioration de la qualité de service. Sauf que, et c'est là que je vais un peu entrer dans le vif de votre question, la transformation des organisations par l'innovation ne peut pas s'envisager de la même manière qu'elle s'envisageait par ce que j'appelais le paradigme de l'imitation, qui est un paradigme très différent de l'innovation. Le paradigme de l'imitation, au fond, c'est de dire il y a des règles d'organisation des services publics, les voici, on les détaille, on écrit une très jolie circulaire et puis on envoie ça au préfet ou à l'État déconcentré pour qu'ils mettent en œuvre sur le terrain. Ça, c'est un fonctionnement qui est basé sur l'imitation, c'est-à-dire qu'il y a un modèle et tout le monde doit le décliner en quelque sorte à tous les étages. C'est un peu napoléonien. Hein, c'est un peu comme on disait au fond, les préfets napoléoniens, c'était des empereurs au petit pied. Bon, le modèle de diffusion de l'innovation, il est tout à fait différent. Il repose sur une logique beaucoup plus territorialisée et il repose sur une logique d'aller et retour constant en quelque sorte entre l'expérimentation, le prototypage et la diffusion. Il faut, par exemple, pour construire une véritable démarche d'innovation, avoir expérimenté une idée, une hypothèse, un projet dans un écosystème d'acteurs très localisé. Donc, il faut pouvoir conduire une expérience à l'échelle humaine, en quelque sorte, grandeur nature. Et si cette expérience, en quelque sorte, passe la barre, il faut ensuite s'assurer de sa diffusion, en quelque sorte, dans d'autres écosystèmes. Sauf que cette diffusion ne peut pas se faire sur le modèle de la généralisation verticale du haut vers le bas. Je vais prendre un exemple pour essayer de me faire comprendre, un exemple sur un sujet que je connais bien qui est, au fond, la diffusion du numérique éducatif. Aujourd'hui, le numérique est une innovation technologique absolument majeure, avec des développements nouveaux très fréquents. C'est en train de bouleverser nos sociétés sur le plan technologique, économique, mais aussi anthropologique. Donc il est évident que l'école, en tant qu'institution et en tant qu'émanation de la puissance publique, ne peut pas se tenir à l'écart du numérique, en quelque sorte. Parce que l'école, elle a aussi pour mission de former des citoyens. Et former des citoyens, ça veut dire être en prise avec les grandes ruptures technologiques, anthropologiques, économiques du temps. Qu'est-ce qu'on aurait dit aux jésuites, par exemple, s'ils avaient manqué la rupture qu'avait constituée l'imprimerie? Non, l'imprimerie a joué un rôle majeur dans la transformation des enseignements et des méthodes pédagogiques à la Renaissance. De la même manière, aujourd'hui, le numérique, l'école ne peut pas être un sanctuaire, en quelque sorte, qui se désintéresse complètement du numérique en disant tout ça c'est méchant, il faut rester préservé et à l'abri du numérique. Pour autant, le rôle de l'école n'est pas non plus d'absorber toute la transformation numérique sans aucun regard critique, puisque précisément l'école, comme elle a pour mission de former des citoyens dotés d'un esprit critique, elle doit enseigner aux élèves, en quelque sorte, un usage critique et raisonné des technologies numériques. Donc, il y a une ligne de crête à tenir. Et si on veut que l'école tire le meilleur parti de la transformation numérique, c'est-à-dire qu'elle ne soit ni une éponge qui va absorber sans aucun recul critique, ni un sanctuaire qui va se barricader et qui risque de faire aller les élèves vers d'autres institutions où ils apprendront ces usages numériques qui les mettront en prise avec la société, eh bien, il faut construire des politiques publiques qui sont basées sur l'innovation et sur des usages qualifiés du numérique. Et donc, pour ce faire, on ne peut pas se contenter de faire comme on l'a fait à une époque
des plans d'équipement en disant finalement on va équiper tous les établissements scolaires de la fibre optique ou on va équiper tous les élèves d'un iPad et puis voilà, le problème sera réglé, les élèves se familiariseront au numérique. Ça, justement, ça obéit à la logique verticale dont je vous parlais tout à l'heure. On fait une circulaire, on demande à toutes les écoles ou à tous les rectorats de s'équiper en matériel et on équipe les élèves. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça parce qu'on est sur de l'innovation pédagogique, on est sur des usages critiques et qualifiés et donc il faut fonctionner par écosystème territorial. Et dans cet écosystème territorial, il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a bien sûr l'enseignant qui est aux premières loges en quelque sorte puisqu'il a pour mission de former les élèves. Et donc, si lui-même n'est pas formé, en quelque sorte, l'enseignant doit être formé pour former. Si lui-même n'est pas formé à un usage critique du numérique, ça ne peut pas fonctionner. Il y a bien sûr les élèves et les parents d'élèves qui font partie de cet écosystème au premier chef. Il y a les chefs d'établissement, il y a les inspecteurs d'académie. Et là, je ne suis que dans la sphère éducation nationale. Si je sors de la sphère éducation nationale, il y a les collectivités territoriales, puisque au titre de différentes lois de décentralisation, les lycées sont en partie pris en charge par les conseils régionaux, notamment du point de vue de l'équipement, du bâtimentaire, de la maintenance, etc. Les collèges sont du ressort des départements et les écoles primaires du ressort des communes. Donc, il y a un rôle absolument majeur pour les collectivités territoriales. Il y a aussi un rôle majeur pour, évidemment, les entreprises, notamment les éditeurs scolaires qui produisent des contenus pédagogiques, ce qu'on appelle la EdTech, les entreprises ou les startups qui produisent des contenus, des logiciels, des solutions en quelque sorte de numérique éducatif pour les élèves. Donc, il faut avoir une approche d'écosystème. Il faut faire travailler ensemble cet écosystème. Et donc, la meilleure chose à faire pour réussir en quelque sorte cette transformation du numérique éducatif à l'intérieur de l'éducation nationale, c'est de réaliser un certain nombre d'expérimentations ou d'expériences dans des territoires. C'est d'ailleurs l'objet du nouvel appel à projet du PIA 3 qui s'appelle Territoire numérique éducatif, sur lesquels un certain nombre de départements comme l'Aisne, par exemple, se sont positionnés. C'est de faire travailler ensemble tous ces acteurs en réseau au service d'une innovation pédagogique. Et cette innovation pédagogique, il faut qu'elle soit évaluée correctement. Donc, il faut qu'on puisse, grâce à la science, grâce à l'évaluation des politiques publiques, mesurer l'impact sur la scolarité des élèves, sur la qualité des apprentissages, sur les mécanismes cognitifs, pourquoi pas. Et si on arrive à mesurer de manière imbattable, en quelque sorte, l'efficacité de telle ou telle innovation pédagogique en lien avec le numérique, eh bien, on envisage une diffusion, mais cette diffusion ne peut pas se faire par voie de circulaire selon une logique top-down, elle se fait selon une logique de dissémination, c'est-à-dire de territoires agissant et apprenant qui se forment les uns les autres. Donc, il y a une maxime qui est très importante, c'est train the trainers, former les formateurs. Il faut former les enseignants pour qu'ils puissent à leur tour enseigner aux élèves. Et puis, il faut aussi, lorsqu'une innovation, une expérimentation a réussi quelque part, être capable, pour la démultiplier, d'organiser la dissémination, et j'ai presque envie de dire la diffusion, le passage à l'échelle, comme ça, d'un territoire apprenant à l'autre. Et donc là, on voit bien que l'innovation et la transformation publique, y compris dans une logique d'amélioration du service aux usagers, je sors maintenant de mon exemple du numérique, elle ne peut pas simplement se faire de manière verticale, par voie de circulaire ou je ne sais quoi, elle doit se faire de manière absolument horizontale dans une logique de dissémination. Et c'est là que les collectivités territoriales ont évidemment un rôle à jouer, puisque les collectivités territoriales constituent des écosystèmes à elles seules parfois, ou s'inscrivent dans des écosystèmes territoriaux. Il y a d'extraordinaires réussites locales, extraordinaires, mais malheureusement en France, on reste encore trop souvent enquisté dans une logique verticale, c'est-à-dire dans une logique où, au fond, la collectivité interagit avec l'État. Alors, ce n'est pas forcément l'État central, ça peut être l'État déconcentré en la personne du préfet ou du sous-préfet. Et elle adresse des demandes, par exemple, quand elle a une carence d'ingénierie, à l'État déconcentré ou à l'État central, ce qui peut être parfaitement légitime. Et il y a des besoins d'ingénierie très forts. Et l'un des rôles de l'État, c'est évidemment d'arriver à adresser ces besoins. Mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la transformation publique. Et ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est la structuration en réseau. Cette structuration en réseau qui permet justement la dissémination de l'innovation. Je vais prendre un seul exemple pour bien me faire comprendre de vos auditeurs. Le bio dans les cantines. Il y a eu un certain nombre de candidats au municipal qui, de manière fort légitime, se sont engagés, s'ils étaient élus, à augmenter de manière très significative la part de la nourriture bio ou de la nourriture en circuit court qui était versée, proposée aux enfants dans les cantines scolaires.
qui sont du ressort, comme on le sait, pour les écoles primaires, des mairies. Ce sont des engagements très nobles. Lorsque les équipes municipales sont arrivées aux affaires, elles se sont rendues compte que l'engagement n'était pas si simple à mettre en œuvre, parce qu'il supposait une ingénierie un peu complexe. Il fallait revoir toutes les procédures d'achat, interagir avec des producteurs beaucoup plus émiettés parfois que certaines centrales, qui pratiquaient des tarifs plus élevés, donc ça surenchérissait en quelque sorte les coûts. Il fallait former bien sûr les techniciens, y compris dans les cantines, mais aussi dans les cuisines centrales, qui étaient amenés à manipuler ces produits, parce qu'on n'est pas sur la même gamme ou sur la même ligne de produits. Donc il y avait un enjeu de formation des agents, des ATOS aussi, des différents agents dans les établissements, très forte. Donc il y avait toute une ingénierie à construire, budgétaire, financière, technique, de formation. Il y a en France des communes qui ont passé avec succès toutes ces étapes de l'innovation et qui ont réussi à faire de leur commune des modèles pour le bio dans les cantines ou pour les circuits courts. Je pense à la ville de Mouans-Sartoux, par exemple. La ville de Mouans-Sartoux, elle a tout à fait envie de rayonner et de proposer à d'autres communes des formations qui permettraient de développer des dispositifs analogues. Simplement, elle n'a pas forcément les moyens parce que c'est une petite commune. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que le rôle de la puissance publique, le rôle de l'État, le rôle de l'Agence nationale de cohésion des territoires, etc., ça peut être d'organiser ces réseaux thématiques, d'organiser ce mécénat d'expérience, d'organiser ce transfert de technologie. Et donc, vous voyez bien que là, on est dans une logique d'action publique qui est très différente de la logique verticale qui consiste à dire voici comment il faut faire, que j'appelle le paradigme de l'imitation. On est beaucoup plus dans une logique de la dissémination, c'est-à-dire de la formation des formateurs, et ainsi de suite. Et la puissance publique ici, elle peut jouer un rôle de facilitatrice, c'est-à-dire qu'elle vient, que ce soit l'État, les associations d'élus, les réseaux de collectivités, elle vient appuyer la collectivité avant-gardiste ou la collectivité qui est à la frontière technologique sur tel ou tel sujet, et elle l'aide en quelque sorte à déployer, à former, à faire de l'encapacitation, à faire du mécénat d'expérience, du transfert de technologie. Donc là, c'est un nouvel horizon en quelque sorte de l'action publique qui s'ouvre à nous. Mais je pense que si on veut vraiment améliorer la qualité de service, notamment pour ces problématiques de proximité ou de compréhension des besoins des usagers, si on veut être à la frontière technologique et à la frontière de l'innovation, si on veut atteindre tout un tas d'autres objectifs qui sont au fond les seuls objectifs qui justifient une transformation publique, si on n'a pas d'objectif, il n'y a pas besoin de transformer. Je veux dire, si on considère que tout va bien, et c'est pas le cas du tout aujourd'hui, tout ne va pas bien, et nous sommes dans une période de polycrise. Si on considère que tout va bien, il n'y a pas besoin de transformer. Si on considère que il y a un certain nombre d'objectifs à atteindre, proximité, compréhension des problématiques des citoyens, efficacité, innovation, et bien dans ce cas-là, oui, il faut transformer au service de ces objectifs. Et cette transformation, à mon avis, elle doit être basée sur l'innovation. Et pour qu'une transformation soit basée sur l'innovation, elle doit remplir un certain nombre de critères, elle doit être connectée à la recherche scientifique, elle doit reposer sur l'expérimentation, elle doit reposer sur le savoir-faire, elle doit reposer sur le co-design. Attention, je n'emploie pas un mot barbare. Le co-design, c'est tout simplement la co-élaboration ou la co-construction des politiques publiques en lien avec leurs premiers bénéficiaires, à savoir les usagers. Hein, c'est quelque chose sur lequel on est très avancé au Danemark, très avancé en Scandinavie, mais qui n'est pas encore totalement dans les mœurs en France. Donc, si on veut avancer sur ces questions de co-construction, d'innovation, d'évaluation des politiques publiques, de recours à la science, d'expérimentation, etc., le mode de diffusion de la transformation publique ne peut plus être simplement une verticalité, que ce soit une verticalité descendante ou ascendante d'ailleurs. Ça doit être une dissémination horizontale en quelque sorte. Ça ne veut pas dire pour autant que l'État n'a plus de rôle à jouer là-dedans, puisque précisément, il peut être en quelque sorte ce catalyseur, ce fécondateur. La ministre Jacqueline Gouraud avait employé une métaphore que j'aime beaucoup, qui est la métaphore de l'État jardinier, celui qui fait les boutures, qui fait les greffes, qui aide en quelque sorte à ce qu'il y ait cette fertilisation croisée qui réussisse entre les territoires et entre les écosystèmes d'action publique. Voilà ce que je pouvais dire peut-être à titre introductif pour répondre à votre interrogation. Fait que dans les faits, ça n'avance peut-être pas à la vitesse où on pourrait le faire. Les obstacles, ils sont connus, ils sont assez bien diagnostiqués d'ailleurs. C'est des obstacles organisationnels, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez une culture du silo qui est très forte à l'intérieur de l'État, entre ses administrations centrales, entre ses ministères, entre les pouvoirs publics aussi. Vous avez une culture pas du silo, mais de la défiance, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une forme de défiance entre l'État et les collectivités territoriales qui est dommageable, en quelque sorte, à l'unité de l'action publique, parce que
les bénéficiaires de l'action publique, ceux pour qui on doit concevoir des politiques publiques, c'est d'abord les usagers, les citoyens. Ce sont eux, en fonction desquels on doit se régler pour construire de l'action publique et des politiques publiques. Et eux, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais je pense qu'ils s'en fichent un peu comme d'une guine de savoir si c'est l'État, tel échelon de collectivité, etc. Ce qu'ils veulent, c'est une action publique lisible, cohérente, qu'il y ait plusieurs acteurs, c'est pas grave, du moment que tout ça est cohérent et lisible. Et donc, je pense qu'il y a des problèmes d'organisation avec des logiques de silos qui sont parfois un peu problématiques. Il y a des problèmes de défiance entre les différents échelons de puissance publique, entre l'État, les collectivités territoriales, etc. Et d'une manière générale, il y a un problème en France, il y a un manque de culture de la coopération entre acteurs. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire à propos de l'État et des collectivités, ça se vérifie aussi dans les relations qu'entretiennent les institutions publiques avec des acteurs qui ne sont pas elles, avec les entreprises, avec les associations. Or, je vous prenais tout à l'heure l'exemple du numérique éducatif, un territoire numérique éducatif ne réussira que s'il arrive à mobiliser les parents d'élèves, les entreprises de la tech, les éditeurs scolaires, la recherche scientifique, les élus locaux, les services académiques évidemment. Donc vous voyez qu'il faut faire travailler ensemble des acteurs qui sont issus d'univers et qui ont des horizons parfois très différents. Et donc il y a un enjeu de gouvernance très fort. Et puis évidemment, il faut mettre au centre de l'attention et de la chaîne le citoyen, l'usager, l'utilisateur final, qui évidemment est le grand bénéficiaire de la politique publique. Donc je ne comprends pas aujourd'hui qu'on puisse faire des réformes, par exemple d'administration du guichet, sans prendre en compte en tout premier lieu, les problématiques rencontrées par les usagers. Et donc, si on peut donner le sentiment parfois en France d'être en retard, c'est parce qu'on n'a pas encore complètement intégré toutes ces dimensions, c'est-à-dire la coopération entre acteurs, les bienfaits de la recherche scientifique, les bienfaits de l'expérimentation, les bienfaits de la formation des formateurs, le co-design, voilà, c'est des choses qui sont encore assez exotiques. Cependant, les choses bougent grâce à deux institutions dont je veux saluer le rôle très positif. D'abord, la DITP, la Délégation interministérielle à la transformation publique. Alors, son mandat est très centré sur les administrations d'État, centrales et déconcentrées, mais elle a une réflexion aujourd'hui sur tous les sujets que je viens de vous indiquer, de l'évaluation des politiques publiques à la place de la science, en passant par la participation citoyenne ou l'association des usagers, qui sont extrêmement intéressantes et qui pourraient s'appliquer à tous les niveaux d'administration. Donc la DITP, elle joue un rôle comme ça un peu poil à gratter qui est très intéressant. Et puis il y a une autre structure qui joue un rôle important, c'est bien sûr le secrétariat général du grand plan d'investissement, anciennement commissariat général à l'investissement, parce que lui, il a des crédits PIA 3, par exemple, pour les territoires du numérique éducatif, des crédits très importants. Et ces crédits très importants, ça fonctionne beaucoup par appel à projet, c'est vrai, mais ces crédits permettent de financer des dispositifs de transformation publique écosystémisés, en quelque sorte, qui font travailler ensemble tous les acteurs au service d'objectifs communs. Donc, on ne peut pas dire que ça ne bouge pas. Ça bouge. Il y a des acteurs qui sont parfaitement conscients de ce que je vous indique là. Il y a des administrations centrales, déconcentrées ou des collectivités territoriales qui sont très en avance sur ces questions. Maintenant, effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à faire passer tout ça à l'échelle et à changer vraiment de logique et de philosophie dans l'action publique. Et ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique, ça prendra des années. Je disais, peut-être qu'il va falloir un moment fort où on interpelle l'opinion publique par un référendum ou quelque chose d'équivalent pour faire passer à un autre modèle, peut-être celui que vous décrivez, voilà, en termes politiques bien entendu, mais pour franchir ce pas-là. La deuxième remarque, c'est ce qui est aussi une réalité forte, je trouve, en dépit du fait que vous disiez que ça évolue, et tout le monde insiste beaucoup sur le fait que ça évolue beaucoup, mais néanmoins, comme chacun est dans son monde, que ce soit la haute fonction publique, les décideurs sur les grands plans, sur ce qui, c'est pas ceux des l'époque de la data, j'entends bien, mais néanmoins, il y a quand même un rôle très important d'impulsion du fonctionnement du pays, et ils ont cette prérogative-là. De même, on va pas jeter la pierre tout le temps au même, mais les collectivités territoriales, vous avez aussi une logique d'administrateurs territoriaux qui ont leurs propres compétences, leur savoir-faire, etc., qui sont aussi dans leur monde. Donc tout Alors moi, je vais vous dire, pour répondre à cette interpellation, je pense qu'il faut faire beaucoup plus de mixité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait circulation qui s'organise.
La haute fonction publique d'État n'a pas vocation à rester toute sa vie comme dans une tour d'ivoire dans la haute fonction publique d'État. Je pense que les hauts fonctionnaires d'État, j'en connais quelques-uns, j'en ai croisé, il faut qu'ils s'ouvrent davantage sur le monde extérieur. Il faut qu'ils s'ouvrent à la recherche. On a une haute fonction publique en France qui est beaucoup trop hermétique à la recherche, et c'est très probablement lié à la création de l'ENA et à l'idée qu'il y avait une filière en quelque sorte autonome de formation des grands décideurs, alors que beaucoup de pays anglo-saxons, par exemple, sélectionnent leurs hauts fonctionnaires dans les viviers universitaires. Bon, c'est des spécificités d'organisation française que je conteste pas. Je pense que l'ENA a rendu dans l'après-guerre d'éminents services à ce pays, notamment pour la partie de la modernisation gaullienne que vous parlez tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a des défis un peu nouveaux. La haute fonction publique a besoin de s'ouvrir sur l'université avec des allers-retours, des chassés-croisés, a besoin de s'ouvrir aussi sur la société civile d'une manière générale. Et puis, entre les niveaux de puissance publique, effectivement, c'est des mondes qui parfois s'ignorent. Alors qu'au fond, l'ENA et l'INET sont toutes les deux à Strasbourg, il y a un socle de scolarité qui se ressemble quand même énormément. Et au fond, il faudrait peut-être arriver à organiser une espèce de circulation qui serait profitable à tous, où les administrateurs territoriaux peuvent un temps être dans la haute fonction publique d'État, les hauts fonctionnaires d'État un temps être administrateurs dans les collectivités territoriales, et ça existe bien sûr déjà aujourd'hui, mais ça reste l'exception plutôt que la règle. Et moi je pense qu'on aurait tout à fait intérêt à créer une espèce de noria ou de mixité, et c'est d'ailleurs l'objectif qui était poursuivi dans le rapport Thiriez et par un certain nombre de décideurs publics qui disaient voilà, il faut rapprocher ces écoles du service public parce qu'au fond, on est tous au service de notre pays. On est tous au service de notre pays. C'est ce qui nous anime, c'est l'intérêt général. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il faut aussi un mélange avec des cadres dirigeants d'entreprises privées, par exemple? Oui, mais moi, ça me choque pas. Je pense qu'il faut être dans le respect de règles déontologiques assez strictes, parce qu'évidemment, il faut éviter les situations de conflit d'intérêts. Ça me dérange pas, et au contraire, je trouve que ce serait tout à fait bénéfique qu'on encourage ces circulations aussi. Mais si j'en reviens sur la puissance publique, je dis pas qu'il faut fusionner forcément l'ENA, l'INET, etc., mais créer un socle commun, créer un temps d'expérience en commun, ça me paraît pas du tout fantaisiste. Au contraire, ça me paraît de salubrité publique. Et un point qui me perturbe à chaque fois, je vois bien le dispositif des agences de l'État ou de ministères qui lancent des appels à projets. Vous avez cité le terme tout à l'heure. Je trouve, mais bon, je vu de l'extérieur, que c'est quand même très normatif. Je trouve que les professionnels qui travaillent dans ces agences, etc., font des bourrés de bonnes intentions, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas de souci, mais qui font des cadres en disant si vous rentrez dans tel ou tel objectif, si vous rentrez dans telle ou telle méthode, alors on peut vous dégager des financements, etc. C'est quand même très directif, vous voyez. Bon, il y a des appels à projets plus ou moins souples et des cahiers des charges plus ou moins souples, ça c'est sûr. Je pense que les appels à projets, il faut pas non, parce qu'aujourd'hui la mode c'est, on a pris un peu le virage à 180 degrés, c'est-à-dire qu'avant il y a 10 ans on ne jurait que par les appels à projets, maintenant les appels à projets c'est diabolique. Je pense qu'il faut raison garder. Il y a un certain nombre de politiques publiques dans lesquelles la logique d'appel à projet est tout à fait justifiée. Quand vous faites par exemple un programme pour des revitalisations de cœurs de ville, etc. Bon, moi ça me dérange pas que les collectivités candidates, les villes moyennes, par exemple, elles ont des services administratifs qui peuvent tout à fait répondre à des appels à projets. Après, là où vous avez raison, c'est qu'il ne faut pas que ces services passent leur vie à remplir des formulaires et des dossiers de candidature pour des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets. Parce que là, ça dilue un peu l'action publique. Après, à côté de ça, moi, je crois qu'il est très important aussi de faire des choses. Faire des choses. Et quand je vous disais tout à l'heure l'État facilitateur, par exemple pour le mécénat d'expérience, qui est là où l'État ou l'Agence nationale de cohésion des territoires est attendu, c'est aussi dans sa capacité à faire cet État jardinier dont parle Jacqueline Gouraud, c'est-à-dire à relier les acteurs entre eux, à les aider en quelque sorte à diffuser leur savoir-faire, à disséminer l'innovation. Et ça, c'est quelque chose que les services peuvent faire en propre. C'est pas de lancer des appels à projets pour distribuer de l'argent ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment des services en propre. Donc, il faut vraiment jouer sur toutes les gammes de services. Il y a de l'appui en ingénierie, il y a de l'appel à projet, il y a des subventions, il y a des chefs de projet qui peuvent être projetés sur le terrain, il y a des services en propre, une gamme de services en propre qui peuvent en quelque sorte faciliter le travail des collectivités. Voilà, il faut jouer sur toute la gamme, il faut être créatif et exhaustif à la fois.
Bon, allons jusqu'au bout, hein, in fine, sur le cadre en question. Ce que je voulais dire, c'est peut-être la provocation là aussi, mais c'est que si le projet d'une collectivité ou d'un groupe de collectivités ne répond pas au cadre donné par l'administration de l'État, eh ben ce sera pas soutenu. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'au lieu que ce soit l'État qui dise bon, ok, vous avez tel projet, ça se discute, etc. Mais puisque vous voulez vraiment y aller, on va vous accompagner. Là, c'est vous rentrez dans le cadre ou sinon, bah, tant pis. Je Oui, mais caricature. alors c'est là qu'il y a des choses qui permettent d'éviter ce genre de verticalité, parfois un peu. Vous voyez, par exemple, dans les marchés publics, on a quelque chose qui s'appelle le dialogue compétitif. Ça permet de discuter avec les différents potentiels offreurs ou prestataires. Je pense que de la même manière, euh, on peut construire des dispositifs où en fait on co-élabore avec un panel de collectivités le cahier des charges de l'appel à projet. Ça, c'est des choses qui existent et c'est des choses qui peuvent être effectivement davantage utilisées dans l'action publique. Mais c'est des choses qui, voilà, sur lesquelles on peut tout à fait avancer. Donc, selon vous, vous pensez qu'il y a une maturité aujourd'hui, pas seulement intellectuelle, où tout le monde comprend, ça, il y a aucun doute à avoir là-dessus, l'exigence de transformation. Vous pensez qu'il y a une maturité des esprits pour passer du modèle de limitation au modèle de dissémination horizontale? Oui, je pense, parce que pour tout vous dire, on est quand même au cœur d'une crise, d'une polycrise très lourde. Il y a un certain nombre de remises en question qui vont être faites, il y a des retours d'expérience et des bilans qui vont être tirés. Et je crois qu'un des éléments de cette crise, c'est que c'est une crise de l'organisation de la puissance publique. Il ne s'agit pas d'ailleurs de l'État en tant que tel, c'est de la puissance publique en général. Nous avons traversé une crise d'organisation. Et c'est évident qu'une crise historique de cette ampleur donnera lieu à des réflexions et à des propositions de réorganisation, je n'en doute pas un instant, y compris dans la campagne présidentielle, qui est toujours un moment important pour ce genre de projet, qui arrive pour 2022.